Je pourrais débuter en vous disant que je suis très heureuse d'être ici parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, bien beaucoup en fait, la plupart des gens qui vont présenter aujourd'hui. Donc, je vais avoir l'occasion aussi de vous réentendre. Donc, je me présente, je suis Josée Grenier, je suis professeure à l'UQO, au département de travail social. Donc, c'est moi qui vais avoir le privilège de vous entendre aujourd'hui, puis de faire la gestion aussi là, de l'atelier. Je vais vous dire des consignes de départ là, pour les gens qui assistent. Là. Ben, je vais vous demander de fermer votre micro, en fait, pour éviter les turbulences. Également, l'atelier aujourd'hui est principalement orienté là, sur l'échange. Donc, les présentateurs, les communicants, aujourd'hui, vous aurez environ 5 minutes pour présenter votre communication. C'est très court, donc on y va en synthèse. Puis pour la suite, ça sera un échange. L'atelier devrait durer, en fonction des questions, là, entre 35 et 45 minutes. Ça vous va? C'est bon. Je voudrais vous rappeler aussi que les communications aujourd'hui seront enregistrées. Ça va? Donc, nous pourrions débuter, en fait. Est-ce que... J'ai une question. Oui, Denise? Est-ce qu'on sait combien de participants? Il y a de participants à l'atelier? Oui, il y a 3 ateliers aujourd'hui, en fait. Non, mais c'est oui, il y a 3 ateliers. En fait. Donc, on va avoir quand même passablement de temps pour échanger, là, entre 35 et 45 minutes, comme je vous disais. Donc, je vais quand même vous présenter brièvement. Là, il y a un premier atelier aussi avec Judith et Jacques là, qui s'intitule « Soutien communautaire en logement social et communautaire comme lutte pour la reconnaissance, la redistribution et la parité de participation ». Le second atelier ici, marginalité itinérance, une analyse à partir du cadre théorique de justice sociale de Nancy Fraser avec Monsieur Allais, qui n'est pas encore arrivé parmi nous. Et il va y avoir Monsieur Miguel Delattre qui va peut-être être présent, là, vous présenter avec Monsieur Allais. Puis une dernière communication avec Madame Côté, Denise Côté, qui s'intitule « Une recherche sur la colonialité, le contrôle social et les résistances féministes en Haïti ». Donc, j'inviterai les premiers communicants, donc Judith et Jacques, à nous faire une synthèse là, de leur atelier. Donc, je vous laisse la parole. Peux-tu être achalante? On fait-tu des questions après chacune des présentations? C'est ça, l'idée, là? Oui, ça serait plus facile aussi. Tu sais, on serait déjà... c'est juste pour savoir. C'est juste c'est-à-dire présentation, question, présentation, question. Ça te va? C'est bon? Est-ce que tu sais combien il y a de gens qui nous voient puis qu'on ne voit pas? Il y a quelques personnes ici à droite, je dirais peut-être... merci beaucoup, Judith. 7 personnes. Ouais. OK, c'est les gens qu'on voit à droite. Je suis désolée, je ne connais pas ce logiciel. C'est ça. Moi non plus, pas beaucoup. Donc, je suis en même temps que vous, j'apprivoise le logiciel. Ça va? OK. Merci, je m'excuse pour l'interruption. Et puis, j'invite, je le disais, à fermer vos micros. Ça va? Monsieur La Liberté, si vous pouviez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je laisse la parole à Jacques et à Judith. D'accord. Alors, je fais un 2-3 minutes, puis après ça, je laisse Judith là, compléter. Alors, nous autres, la communication, ça porte ça porte en gros sur les pratiques de soutien communautaire en logement social et communautaire. Et on prend le paradigme de justice sociale de Nancy Fraser pour regarder cette question-là à travers le triptyque de la redistribution, de la lutte pour la reconnaissance et de la parité de participation. Et la parité de participation ici va aussi avec le concept d'espace public ou de contre-espace public
que met de l'avant Nancy Fraser, parce que la manière d'intervenir en logement social est en bonne partie une question de libérer des espaces de participation. Alors, c'est intéressant de prendre le paradigme de justice sociale de Nancy Fraser pour penser l'intervention, pour mieux fabriquer l'intervention, ici, de soutien communautaire. Alors, déjà, le logement social, cette mesure du logement social fait appel à un principe de redistribution de la richesse, de pouvoir faire en sorte que des gens qui vivent des conditions de logement indignes, difficiles, puissent avoir le droit au logement, une base pour la participation sociale et l'intégration sociale. Ensuite, il y a tout le terme de la lutte pour la reconnaissance. Et ici, dans les termes de Fraser, que des gens sont pris dans l'interaction sociale comme des gens ayant un statut d'infériorité. Et c'est pour briser ce statut d'infériorité-là qui a une répercussion dans la vie même psychologique des gens, qui amène un stigmate, qui amène une honte même de soi. Et l'idée, c'est de fabriquer des espaces et des lieux de participation qui aillent vers la fierté de soi, la confiance en soi et le respect mutuel, et qui permet la réelle participation à la société. Et toute l'idée d'espace public devient déjà un immeuble, c'est des immeubles communautaires, c'est des immeubles qui font appel à une collectivité. Il y a plusieurs logements dans un immeuble, et qu'on puisse prendre cet immeuble-là pour en faire un espace public, qui a des espaces de participation sociale, et que les citoyens, citoyennes, les locataires puissent participer, devient un point important pour le renforcement personnel des gens, mais le renforcement collectif et le renforcement d'une visibilité, d'une audibilité de ces gens-là qui contribuent à rendre la société plus intéressante, plus juste. Alors, c'est un peu les points, là. Peut-être tu peux compléter, Judith, sur la reconnaissance des locataires là-dedans, avec ton micro. Oui, donc dans la présentation orale qu'on a fait et qu'on a déposée il y a déjà 3 semaines, moi, je me suis préparée ce matin pour poser des questions aux collègues. Donc, je n'ai pas en mémoire que j'ai créé comme vidéo. Alors, je comptais sur Jacques. Oui. J'ai eu 3 autres conférences depuis. J'en avais une hier soir, donc je suis désolée, mais je me suis plutôt préparée. J'ai des questions pour Yves et j'ai des questions pour Denise. Mais je n'ai pas fait de sommaire de présentation de notre vidéo. Parfait. J'y allais à l'improviste. Ouais. C'est bon pour nous autres. Oui, OK. Merci beaucoup. Là, j'ai le chat d'ouvert quand même. Est-ce que là, je m'adresse aux gens là, qui sont présents, s'ils ont des questions. Là, il n'y a aucune question au niveau du chat. Moi, j'en aurais peut-être une, en fait. Je sais que vous avez un projet en cours. Je ne sais pas, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais je ne sais pas si vous auriez envie de nous parler de vos résultats préliminaires. Est-ce que c'est trop rapide par rapport à votre recherche en cours? OK, bien ça, peut-être, on peut en parler un peu. On a terminé 17 focus group, et puis c'est hier qu'on animait aussi un rendez-vous avec des partenaires.
Et on a aussi terminé nos entrevues d'une centaine de locataires. On a pu documenter la question de l'insécurité alimentaire chez beaucoup de locataires, notamment en temps de pandémie. On a pu documenter aussi des impacts quand même positifs qui ont amené une plus grande reconnaissance des activités menées par les locataires en l'absence de services collectifs durant la pandémie. C'est qu'il n'y a pas juste eu des effets négatifs à la crise de la pandémie. On a vu une prise en charge, une autonomie des locataires aussi qui semble se dessiner. Là. Fait que ça va être intéressant à documenter par rapport à la participation des locataires puis leur reconnaissance. Dans les entrevues des focus group, on a identifié que la pandémie a aussi amené une transformation des pratiques de soutien communautaire, évidemment. Il y a beaucoup d'interventions collectives qui n'ont pas pu être faites. Donc, les intervenants ont innové et ont fait des suivis individuels par moment. Ils ont aussi utilisé les médias, les technologies. Il y a une fracture numérique importante chez les locataires qui fait en sorte qu'on doit quand même penser à ces stratégies-là en tenant compte des considérations technologiques, des capacités aussi, la littératie numérique des locataires. On a vu que dans certaines régions, il y a une très forte concertation régionale qui fait en sorte qu'il se crée de bonnes synergies d'intervention en soutien communautaire. Dans d'autres milieux, il n'y a pas cette synergie-là et cette reconnaissance. Et donc, les activités sont plus ponctuelles, si on veut, et moins coordonnées dans la continuité. Jacques, avais-tu d'autres éléments criants là, sur les focus group? Mais moi, toute la question de la reconnaissance, hein, c'est un enjeu parce que c'est autant la reconnaissance des locataires, tout ça, reconnaissance au sens aussi d'acquérir une identité positive. Alors, la reconnaissance des locataires en même temps que la reconnaissance des pratiques d'intervention. Les deux se mêlent. Et il y a comme un rapport d'homologie là, entre travailler avec des populations qui sont souvent invisibilisées ou qui n'ont pas leur place comme pleine citoyenneté dans la société parce que vulnérables. Et les argents mis là-dedans par le public, tout ça, toute la question du logement. Et déjà, nous autres, on travaille avec des gens qui ont accès à un logement. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au logement. Mais tout ça, c'est des pratiques fort intéressantes et qui ont beaucoup de potentiel, mais ça demande à créer des communautés de pratiques sur le plan local, à différentes échelles, sur le plan local, sur le plan régional et national de la province, pour que les autorités publiques viennent à prendre en compte ces droits de citoyenneté-là qui sont pas remplis. Et je dirais que le contexte d'États néolibéraux qui coupent, qui voient le citoyen plutôt dans sa productivité ou non, fait que ces gens-là perdent un peu de leur citoyenneté. Mais c'est des endroits où il y a des contre-pouvoirs à bâtir. J'ai une question pour vous là, dans le chat. Je vous la lis. Là. La reconnaissance passe par un financement récurrent et à la hauteur des besoins. Pour ce faire, il est important de faire ressortir les impacts et retombées de ces actions. Est-ce que votre recherche va permettre de mettre en valeur des pratiques, à mettre en valeur les impacts et aussi modéliser les pratiques? Ouais, en tout cas, c'est le but. Donc, j'ai répondu qu'on documente les perceptions d'impact, autant du point de vue des intervenants que des locataires. Donc, ce seront des perceptions d'impact. Et puis, on est à créer avec les partenaires un répertoire, là, peut-être des bonnes pratiques
à travers une communauté de pratique, comme Jacques en parlait, une communauté intertenure et provinciale. Il y a un grand besoin pour les partenaires pour se sortir de la crise, de partager là, les bons coups et au contraire de renforcer l'intervention de soutien plutôt que la retirer avec les mesures de santé publique. Donc, il faut prévoir des innovations pour pouvoir continuer à offrir des services. Ouais, okay. Merci Jacques et merci Judith. Fort intéressant votre projet. J'ai hâte de vous entendre aussi ultérieurement avec l'évolution du projet. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Je laisserai maintenant la parole à Madame Côté, à Denise Côté. Je vais répéter le titre de sa communication, là. Une recherche sur la colonialité, le contrôle social et les résistances féministes à Haïti. Pour les deux communicants avant nous, j'ai oublié de faire leur biographie, mais je ne l'avais pas en main. Mais peut-être que Denise, tu pourrais nous dire quelques mots sur toi, sur ton objet d'étude, à quelle université tu te trouves. Bon, merci, Josée. Je suis à l'Université du Québec en Outaouais, comme Josée, mais au campus Gatineau, plutôt qu'au campus Saint-Jérôme. Je m'intéresse, je fais des allers-retours en Haïti depuis 35 ans. Assez fréquent, relativement fréquent, et j'ai débuté une recherche en 2013, ça a été financé en 2013-2014. C'est la première fois que j'avais une intervention qui n'était pas directement militante, parce que j'étais en lien plutôt militant avec militant et amical, disons, avec des gens qui étaient retournés en Haïti suite à la fin de la dictature duvalieriste en 86. Et c'est en constatant l'influence négative de l'intervention internationale en matière de violence faite aux femmes en Haïti suite au séisme de 2010 que j'ai entrepris cette recherche-là. J'ai une deuxième recherche en cours qui bâtit sur la première. Mais je voulais vous poser une question assez générale, puisqu'il me reste seulement 3 minutes et demie, sans doute. Je voulais d'abord m'excuser parce que quand j'ai fait la vidéo, j'ai étiré le temps au maximum. Je n'étais pas en forme, donc j'ai essayé de reprendre plusieurs fois, mais je ne pense pas que vous n'avez pas le meilleur de Denise Côté sur cette vidéo-là, mais en fait, le contenu était là. Ce que j'ai constaté, et en fait tous les Haïtiens le savent, c'est qu'il y a une méconnaissance, qui soit de la diaspora, c'est-à-dire vivant à Montréal, à New York, à Boston, à Miami, c'est qu'il y a une méconnaissance au nord, au nord économique, là, disons, ce qu'on appelle l'Occident, au Canada, États-Unis, Europe, bon, etc. Une méconnaissance assez criante de l'histoire d'Haïti et encore plus, plus particulièrement du mouvement féministe haïtien et de tout ce qu'il a accompli. C'est un des mouvements les plus forts dans les 35 dernières années de toute la Caraïbe. Il a été précurseur même aux latino-américaines qui sont très, très actives dans plusieurs pays d'Amérique latine à l'heure actuelle. Elles ont suivi un peu de quelques années, bon, c'était suite à la dictature duvalieriste qu'il a émergé. Ils ont développé toutes sortes de campagnes de sensibilisation, de concertation avec l'État haïtien, de modes d'intervention en violence faite aux femmes qu'on ne connaît pas. Malheureusement, ce qu'on a ici, c'est une idée misérabiliste, c'est une image misérabiliste qui est entretenue fréquemment ou en fait tout le temps là, par les médias, par tout le monde. Dans notre cadre, notre vision, quand on parle d'Haïti, c'est pauvre Haïti, ils ont des désastres, ils sont extrêmement sous-développés, c'est-à-dire que la pauvreté est très répandue, c'est bien sûr. Mais il y a tout un autre côté d'Haïti que les intervenants qui arrivent en Haïti suite à un désastre, par exemple, ne connaissent pas. On envoie des foules de coopérants ou d'humanitaires, si on veut les appeler comme ça. Et puis, ils ont ceux-là ont tous voulu intervenir en violence faite aux femmes, mais
ils ont vraiment presque fait mourir. Ils ont même claironné à un moment donné que le mouvement féministe haïtien était mort, alors que toutes les militantes étaient soit décédées, soit vivaient sous des tentes, n'avaient plus de téléphone, n'avaient plus... Bon, bref, vous voyez un peu le genre. Et je me suis posé la question, bien, premièrement, j'ai pensé que c'était nécessaire de faire cette recherche-là pour exposer le tort qui était fait. Alors qu'en Haïti, on le savait, mais ici, on ne le savait pas. On l'a su quelques années par la suite, au niveau, en particulier, ce qui a été publicisé, c'est le détournement de fonds, etc. Moi, la question que je voulais soulever aujourd'hui, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est comment faire une recherche dans un contexte nord-sud, à partir d'un pays dit développé, le Québec ou le Canada, et une recherche dont l'objet est une question ancrée dans un pays dit sous-développé, c'est-à-dire Haïti. Comment faire pour ne pas reproduire, comme tellement de recherches le font, une pensée, une approche néocoloniale? Et la réponse, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la critique des épistémologies courantes au Nord qui nous ont formés dans les universités finalement, et qui relèguent à l'ombre le discours des subalternes, qui sont, là, ce sont les Haïtiens, au mouvement féministe haïtien, les avancées qui ont été faites et tout ça, et qui sont en réalité, finalement, ces épistémologies ancrées au Nord font partie de ce qu'on pourrait appeler les épistémologies de l'injustice. Et c'est là que j'ai découvert à travers cette démarche-là les épistémologies féministes décoloniales, l'épistémologie de l'ignorance, comment on ignore ce qui est fait en dehors, finalement, des grandes puissances, si on veut. Là. Bon. Alors, pour arriver à faire une recherche qui mette en lumière et qui reconnaissent finalement toute la richesse de ce qui se passe en Haïti, puis ça a l'air vraiment paradoxal de dire ça, mais il y a énormément de choses extrêmement intéressantes et très avant-gardistes qui se font en Haïti. Il faut dépasser la situation néocoloniale, ce qui n'est pas facile. La nôtre, comme personne du Nord, puis faisant partie d'une armée de sauveteurs blancs, si on veut, qui veulent aider, mais qui ne voient pas les côtés négatifs de leur propre intervention, étant la situation néocoloniale des Haïtiens eux-mêmes, les Haïtiennes eux-mêmes, qui font l'objet de ce néocolonialisme humanitaire. Et il faut comprendre et connaître le milieu à étudier, entre autres l'histoire, ce qui s'est passé, comment les gens réagissent. Donc, il faut adopter une approche ethno-méthodologique, si on veut, dans son sens large, là, pas dans son sens précis, c'est-à-dire s'insérer de façon réelle dans des communautés ou dans les communautés qu'on veut étudier. Et ceci afin d'éviter de façon potentielle et même concrète que la recherche qu'on fasse fasse partie de tout cet extractivisme intellectuel qu'on voit. Il y a tellement de chercheurs qui sont allés en Haïti ou en Amérique latine, sont venus, ont fait leur papier, puis c'est resté là. Ça n'a eu aucune influence concrète sur le terrain. Il faut, j'ai même dernièrement, il y a 2 ans à peu près, assisté à un panel sur Haïti où un collègue parlait d'informateurs indigènes quand il parlait des Haïtiens. C'est pour vous donner un exemple de comment la pensée, la façon de procéder, les méthodologies peuvent encore être, quand on parle d'Haïti, assez néocoloniales. J'arrête ça là. Je pensais que les questions, peut-être vous auriez des questions plus précisément sur la recherche, là, je n'ai pas voulu l'aborder. En fait, je vais déjà y aller, là, une partie des questions de Judith, qui avait une question là, qui a été posée, mais je vais les reposer, une partie aussi que tu pourrais développer. C'est Judith qui la pose, là. Comment peut-on intégrer la perspective décoloniale dans un projet concret? Avez-vous des pistes et des recommandations spécifiques? Question qui a peut-être moins été répondue. Comment transformer notre aide humanitaire, les recherches pour favoriser les justices épistémiques, comme tu as parlé? Bon. Bien, moi, c'est beaucoup de partir du point de vue
des gens qu'on étudie, entre guillemets. C'est faire... Moi j'ai été traversée ou très influencée par la recherche féministe, puis on disait, on travaille les méthodologies féministes, on travaille les femmes avec des femmes, bon, etc. Moi, dans ce cas-ci, je ne suis pas une personne ni noire, ni du Sud, d'accord? Mais développer une complicité avec des gens, s'assurer que les gens avec qui ou sur qui, j'aime pas le sur qui, là, mais avec qui on travaille la recherche, développer une complicité, c'est toute la question de l'objectivité qui est remise en cause. Moi, j'y crois pas. Je fais toujours du travail qui est à la fois subjectif et objectif. Je ne crois pas à l'objectivité comme telle. Mais il faut être conscient de nos réflexes. Il faut être conscient. Moi, j'ai vu des papiers, des projets de mémoire, par exemple, qui étaient très bien au niveau, puis sur Haïti, là, qui étaient très, très bien au niveau écrit, avec tout ce qu'il fallait de référence décoloniale et intersectionnelle et tout ce que vous voudrez. Puis l'attitude de la jeune chercheure qui arrive en Haïti était complètement néocoloniale. Complètement. Donc, on pourrait transférer la question, dire ben, comment on fait pour faire une recherche qui n'est pas sexiste? À une certaine époque, on se posait la question. OK, c'est comment c'est être plus clair, puis il y a des façons de procéder où est-ce qu'il faut prendre en compte la posture de la chercheure ou du chercheur et la posture de des personnes qui vont être interviewées, la posture aussi des organismes subventionnaires. Donc, notre méthode, notre recherche elle-même doit intéresser, en tout cas, doit avoir une portée, moi, je crois, sur, non pas seulement pour faire des beaux papiers puis vous l'expliquer à vous autres, mais sur Haïti, là. Parce que eux moi, premièrement, c'est sûr qu'il y a une partie du génie de la personne elle-même. Je ne veux pas... mais du génie dans le sens où j'étais déjà en lien, je suis déjà connue comme féministe, puis j'étais en lien avec Haïti. Ça ouvre des portes. Bon. Après ça, il faut proposer quelque chose qui va avoir des retombées. Et pour eux, avoir des retombées, pour elles, je devrais dire, c'est d'écrire des papiers, justement, en Occident. Ça, c'est important, parce que leur voix, en tant que subalterne, ne pénètre pas ces réseaux-là. Donc, d'utiliser notre posture de chercheur du Nord pour faire comprendre ce qu'elles disent depuis longtemps. Il y a toute l'humilité qui va avec ça. Hein? Je ne l'ai pas inventé, ça. Là. Moi, je suis une sorte de parole, si on veut. Là, mais utiliser le système pour déconstruire cette injustice épistémologique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Judith. Oui, oui. Ce que j'entendais aussi, c'est de donner une voix, là, aussi, là. Hein? Aussi donner. Bien, c'est comme toutes les recherches qu'on fait en travail social, on essaie de donner une voix. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en posture de néocolonial en Haïti. Et ça, c'est un problème qui a été très discuté sur la place publique au Québec dernièrement. Toute la question du refus de ceux qui argumentent ou qui refusent de voir qu'il existe du racisme au Québec. Puisqu'on a été colonisé, on ne pourrait pas avoir une posture, occuper une place qui pourrait être néocoloniale face à Haïti. Ça, quand on se met ça dans la tête, on fait erreur. Parce que tout se joue, il y a un racisme international qui a mis Haïti au banc des nations depuis son indépendance, OK, qui se poursuit aujourd'hui. Il y a un racisme, je veux dire, il y a des phénomènes de racisation qui se produisent, pas seulement quand un Haïtien arrive ici, mais quand on va là-bas, on est des Blancs là-bas. Là. On est dans une catégorie à part. Là. Les Blancs, ça se promène en 4x4 avec ONU ou ONG, machin, écrit sur le... Bon, même si on ne l'est pas, je n'ai jamais eu de 4x4 là-bas, là, quand j'y vais, mais les gens ont ça dans l'imaginaire parce que ce sont des rapports néocoloniaux qui existent, comme les rapports hommes-femmes existent, malgré le fait que les gars veulent être bien fins avec les filles, mais les rapports existent. La méfiance d'une femme qui a été violentée envers un homme, l'homme pourrait être bien, bien gentil, mais la méfiance va toujours être là. Fait que c'est ça qu'il faut naviguer là-dedans. Il y aurait une question pour toi, Denise, de Jacques, justement. L'approche décoloniale peut-elle éclairer plus largement le travail d'intervention avec ces personnes ou groupes traversant des conditions difficiles?
Jacques, tu parles du Québec, là? Disons, je me place plus dans une optique de travail social. Souvent, la travailleuse ou le travailleur social, culturellement et matériellement, vit une certaine distance par rapport aux gens avec qui il travaille. Je sais pas, c'est dans ce sens-là. Je comprends pas parce que moi, je fais pas de travail social là-bas. Non, mais je veux dire, disons, souvent, on peut arriver avec notre voiture. Disons, je travaille, moi, dans le milieu des HLM. J'arrive avec une formation universitaire. Les gens qui sont là, souvent, n'ont pas une formation universitaire. Peut-être qu'ils ont un secondaire 3, un secondaire 4. Mes revenus sont tant par année, peut-être 7 fois supérieurs aux gens qui sont là. J'habite pas leur quartier. Tu sais, le travail social, c'est des gens de classe moyenne qui interviennent souvent. Et est-ce qu'il y a des analogies à faire? Là, Ben, il y a certainement des analogies, mais là n'est pas la question. Il y a plein, il y a des analogies, mais moi, je travaille avec des gens de classe moyenne. Je ne travaille pas avec les populations. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez créolophone. Parce que justement, je trouve qu'il y a trop de déformations. Je travaille avec des gens qui ont des formations puis qui elles-mêmes interviennent. Je travaille avec des intervenantes, si tu veux. OK? Donc, je ne peux pas répondre à la question. Puis moi, je pense que j'enverrais d'autres gens que moi faire des entrevues auprès de femmes victimes de violence que les faire moi-même, parce que la distance serait trop grande. Mais là, ce que l'approche décoloniale fait, c'est qu'elle démontre deux choses qui sont importantes d'après moi. C'est qu'il n'y a pas juste une différence de classe, mais une différence entre nations dans la division internationale du pouvoir. On va appeler ça comme ça. Il y a du racisme au niveau international. OK? Puis Haïti l'a subi comme première nation noire. OK? Qui s'est libérée puis qui a gagné la guerre face à Napoléon. D'ailleurs, ça, ce qu'on dit souvent, c'est que les défaites de Napoléon sont rapportées à Waterloo contre l'Angleterre, mais dans tous les livres français, les livres scolaires, c'est jamais rapporté qu'ils ont été défaits par une armée qu'ils appelaient indigène, l'armée noire. Jamais, c'est complètement caché, ça. Donc, c'est une forme de racisme international. Là, j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire, mais en fait, il y a des approches, je pense, tu sais, Paulo Freire, toutes les approches qu'on a en organisation communautaire, en éducation populaire, tout ça, ces approches-là sont des approches qui sont basées sur la classe sociale. Je pense que ça existe, mais il y a une différence entre les classes sociales d'une même nation, puis quand l'intervention arrive de l'extérieur, suite à une catastrophe, par exemple, OK? Et là, il y a une armée de gens de l'extérieur qui sont non seulement de classe moyenne, mais qui sont de classe moyenne d'un pays dit développé et qui exerce un pouvoir direct. Le Canada et les États-Unis exercent un pouvoir direct sur la politique haïtienne, chose qu'on n'imaginerait même pas ici. C'est très, très... Puis qui ne comprennent pas la langue. Ce sont des barrières supplémentaires entre l'intervenant et, comprenez? Tu comprends, je veux dire, et la personne qui est l'objet de l'intervention, si on veut. Quelqu'un qui arrive, qui fait je sais pas moi, des vaccinations, c'est de ça qu'on parle, mais qui arrive de France ou du Québec, qui fait des vaccinations auprès des populations, des favelas ou des bidonvilles en Haïti. Je m'excuse, bon, ma batterie va sauter, là. Elle a une réaction d'horreur face aux conditions, elle a des réactions, puis ils vivent dans d'autres quartiers, il y a une ségrégation qui se fait, là, qui est immense. Et moi, ce que j'ai démontré dans la recherche, c'est que la ségrégation, elle se reproduisait, elle était reproduite par l'humanitaire, même envers des personnes, des intervenantes de classe moyenne et des politiques, là, les Françoise David d'Haïti, là, et ça se reproduisait et c'était très, très, très fort. Donc, c'est pour ça que mais je ne sais pas, j'ai répondu à la question. Puis, il y en avait d'autres aussi. D'autres questions que je pense que oui, en fait, il y a deux autres questions, mais si Judith me le permet, là, j'irai vers une autre question aussi, et puis je reviendrai à une question de Judith. Il y avait une question ici qui
Puis il dit, selon vous et votre expérience à Haïti, là, ça s'adresse à toi, Denise, là, de quoi a besoin le mouvement féministe haïtien en termes de coopération internationale dans un principe de subsidiarité? Là, je ne sais pas pour le principe de subsidiarité, mais ce dont il y a besoin, c'est de la solidarité plutôt que de l'aide, là. Ils ont besoin des fonds canadiens ou autres. On ne peut pas le nier, là. Il n'y a pas de budget social en Haïti. Donc, ils ont besoin de l'étranger. Ils ne rejettent pas l'étranger. Besoin d'une reconnaissance, du génie. Parce que c'est eux autres qui ont fait changer les lois sur le viol. C'est eux autres qui ont fait passer, on ne l'a même pas ici, dans la Constitution haïtienne, un principe de quota de 30% d'élus. Il y a eu des grosses batailles qui se sont faites. Elles sont articulées. Okay? Mais c'est comme, en tout cas, c'est ça. Il faut reconnaître, moi je pense qu'il faut s'informer, il faut aller voir dans les réseaux, on peut taper plein de choses. J'ai des présentations que je prends en direct d'Haïti maintenant. S'informer et se familiariser avec la culture puis le niveau. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'immigration au Québec qui viennent d'Haïti, la situation est horrible là-bas au niveau de la sécurité maintenant. Mais tu as un niveau culturel, c'est extrêmement développé quand même, Haïti, là. Donc, il y a énormément de pauvreté, là. C'est sûr, il y en a trop, puis tout ça. Puis il y a toutes sortes de torts à l'intérieur, là. Je ne dis pas que c'est... Mais bon, bref. Il y avait une autre question, Denise, encore pour toi, qui est de Judith ici, là, en recherche autochtone. On a aussi parlé de l'approche trauma. Je ne sais pas si tu connais ça, trauma informed. Judith mentionne qui a été introduite. Est-ce que tu sais si cette formation-là pourrait être utile aussi en français? Je ne connais pas le terme. Cela apporte une grande sensibilité et nécessité de ne pas créer des micro-agressions. Est-ce que tu connais cette approche-là? Je ne la connais pas. Okay. Les micro et les macro-agressions sont constantes en Haïti. OK? Là, on parle de former les coopérants. Bien sûr, pourquoi pas, là, mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. C'est très généralisé, là. C'est très, très généralisé. Ce qui ne veut pas dire que on peut... Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train d'argumenter que malgré le fait qu'on soit blanc, du Nord, etc., on peut avoir une approche différente. N'importe quoi qui va un peu comme conscientiser les policiers au racisme ou comment on appelle ça, aux biais raciaux, ou au mauvais traitement ou à l'histoire des Autochtones. Si on veut prendre un parallèle, ce serait la même affaire. Il y a des policiers qui sont super corrects, on se comprend, mais il faut former les prochaines générations à comprendre que le sous-développement, c'est créé par le Nord sans s'auto-flageller, comme en tant que Blanc, on ne va pas s'auto-flageller à cause du racisme systémique, mais quand on voit des situations comme dans le métro de Montréal, cette personne qui a été d'origine asiatique, comme on le dit dans les journaux, qui a été agressée, puis qu'il n'y a personne autour qui réagit. C'est comme si on voit une femme harcelée sur la rue, bien, c'est à chacun à réagir. Bien, c'est ce type de conscience-là qu'il faut y avoir dans les rapports Nord-Sud en intervention. Puis dans le cas que j'ai étudié en intervention en violence faite aux femmes, il y a une violence symbolique énorme qui a été faite par l'intervention humanitaire. Vous verrez ça quand j'aurai publié mon livre là-dessus. Je suis rendue en train de... En attente du livre. Ben là, ça va prendre un petit bout de temps, là, mais ça s'en vient. Bon. C'est le temps pour écrire qui manque. Ouais. Est-ce je vois que je suis dans le... Oui, merci beaucoup, Denise, pour toute l'information. Ah, mais je vois que je m'en ai fermé, mais il y a une autre question, en fait, qui est fort intéressante, là. Pourquoi l'approche coopérante ne fonctionnerait pas autant au nord comme au sud? C'est quoi une approche coopérante? Madame? C'est bon pour tout le monde, ça, là. Je veux dire, quand on va dans des HLM, puis tout, là, si on arrive comme, je sais pas, moi, vous auriez un Américain qui arrive qui parle anglais seulement pour intervenir dans un HLM. Là, je pense à Jacques et à Judith, là, OK?
ben, il arriverait, puis il dit, ah, c'est comme ça, puis avec son téléphone satellitaire, puis on fait tout par Internet, puis tout ça, alors qu'il y a du monde qui n'est pas branché, puis, oui, c'est un peu ça, là, la situation, là. Pour faire un parallèle, là, pour illustrer. C'est sûr que si on a des intervenants, c'est acquis chez nous, là, que des intervenants communautaires ne font pas ça, là. C'est acquis, là. En alimentaire, c'est pas acquis. C'est écrit, mais c'est pas fait. Ouais. Peut-être Mme Bergeron pourrait peut-être éclaircir Préciser. sa question. Oui, je ne sais pas. Ouais. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Non, pas bien. Si vous pouviez monter votre son. Je vais essayer parce que des fois, ça fait. OK, là, je le monte. J'ai un petit problème de son. Je trouve Ouais. ça long. Est-ce que là, vous m'entendez? Un petit peu mieux, mais bon, on va ouvrir les oreilles, grandes les oreilles. OK. Moi, je suis un petit peu. Je ne suis pas du milieu universitaire. Je suis une coopérante de Mme Thiété, Ah. Mais je vous dis, ça fonctionne si les gens par et pour et rien sur nous sans nous, ça fonctionne si on l'applique. Puis en plus, je suis handicapée, j'ai produit beaucoup de choses moi, à ce niveau-là. Je n'ai pas accès au milieu intellectuel parce que je ne suis pas à l'aise justement parce que la parole, je la prends moi dans mon milieu, je la prends avec les gens avec qui je milite. C'est une approche qui est très autodidacte et aussi très militante, pas exclusive non plus, je n'exclus pas l'approche intellectuelle. Mais je me rends compte, moi, que dans une coopérative, par exemple, quand on fait des réunions, quand on fait des AG, quand on fait des comités, quand on fait des projets, bien, plus on implique le monde, plus on les écoute, plus on s'estime, plus des fois on chicane, mais plus on y va vers le fond, vers l'étentonnoir. La coopération permet cet échange-là de prendre la parole. Moi, je ne parle pas de coopérants avec des connus. Je parle de coopérants et je termine là-dessus parce que ça me touche beaucoup ce que vous dites. Des fois, ça me choque aussi. Je pense que le logement coopérant pourrait être une solution aussi, de mettre les gens à contribution comme citoyens et citoyennes. C'est pour ça, moi, que je n'ai pas voulu aller dans un HLM. Je serais morte là. Donc, il y a une expertise aussi qui vient de la base qu'on n'entend pas suffisamment parce qu'on parle de donner la parole. Moi, je ne veux pas qu'on me la donne, la parole. Je vais la prendre. Et s'il faut, je vais aller plus loin. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis très critique par rapport à tout ce colloque-là, quoique je vais chercher plein d'informations. Puis déjà, je suis en train de la diffuser. Moi, comme coopérante, je la diffuse, je la partage dans des HLM, dans des coopératives, dans des milieux communautaires. C'est là qu'il faut aller chercher des gens qui, comme moi, là, je ne suis pas la seule, ont ce désir-là de faire vraiment des ponts et de coopérer. L'approche coopérante, pour moi, c'est exactement comme la nature. Si les arbres et les animaux ne coopèrent pas, il n'y en a pas de nature. Je ne vois pas pourquoi les humains devraient être si en dehors de cette approche-là, de cette compréhension-là, qui est aussi une approche qui est profondément humaine, qui compare complètement le lien. Puis j'ai des amis haïtiens, je travaille avec des personnes haïtiennes, il y en a dans la coopérative. On n'a aucun problème à se mixer. Mais il y a parfois des choses avec lesquelles il faut travailler. Donc, je résume là, mais parce que, bon, je ne veux pas... je me questionne beaucoup, mais par contre, ce questionnement-là m'amène toujours plus loin. Donc, c'est des gains, ce n'est pas des pertes. Puis, j'envoie tous vos documents à des gens qui vont creuser ce matériel-là, puis qui vont peut-être arriver avec dire « Ah, on n'avait pas vu cette option-là, on va la prendre. » Donc, pour moi, il y a un cherry picking dans les idées que vous amenez partout. C'est là qu'il faut travailler, prendre les meilleures idées ou les meilleures actions ou ce qui a pu fonctionner. Puis là, je parle vraiment à connaissance de cause. Les personnes en situation de handicap sont représentées nulle part, même dans ce colloque-là. Là. On ne voit absolument pas. On le nomme même pas, comme même dans les minorités, alors que le handicap, c'est quelque chose qui nous demande quotidiennement un profond travail individuel pour rester digne. Puis garder notre dignité, c'est pas rien. Mais par contre, j'en suis très fière. Je ne pleure pas sur mon sort. Là. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci. Merci, madame, pour votre intervention. Oui, je veux juste ajouter quelque chose, c'est que les coopérants qui sont en Haïti, ce n'est pas l'approche coopérante dont vous parlez. Cette approche coopérante-là, elle est reprise par tout ce qu'ils appellent là-bas un secteur démocratique, c'est-à-dire plein d'organisations, ce qu'on appellerait le mouvement communautaire, le milieu communautaire. Ils ont leur milieu communautaire, eux autres. Ils ont, en tout cas, il y en a un très, très fort, très actif
en Haïti. Mais ça, on ne le sait pas ici, là. OK? Fait que là, puis là, la prise de parole, tout ce que vous avez décrit, Mme Bergeron, ils font ça. Ils apprennent la parole. Mais il y a des limites. Là. Par exemple, tu ne peux pas réclamer quand tu es face à l'ONU, par exemple, il y avait une force d'intervention pendant les 5 années qui ont suivi les armées étrangères arrivent, l'ONU arrive avec plein de monde. Tu ne peux pas discuter avec ce monde-là. Ça prend des ordres d'Ottawa, ça prend des ordres de Washington, ça prend des ordres de Paris, mais puis les organisations, les Oxfam de ce monde qui font de l'humanitaire, ils ne prennent pas les... Il y a des organisations internationales de coopération sur place qui font depuis la chute de Duvalier, depuis 35 ans, un travail merveilleux et qui s'arriment aux organisations de la société civile comme serait votre coopérative, Mme Bergeron, et qui, là, travaillent à financer, à aider, à appuyer, à habiliter. Mais quand tu arrives avec un déferlement d'humanitaire, il n'y a rien à faire. Moi, j'appelle ça le complexe humanitaire. C'est comme le complexe militaro-industriel. C'est un complexe, c'est une business humanitaire maintenant. Donc, je m'excuse, là, je ne pourrais pas expliquer ça parce j'ai pris beaucoup de temps, là. Mais c'est une business à l'heure actuelle. Puis c'est décourageant, mais ça a vraiment ses règles, ses modes de fonctionnement, c'est bon, etc. Puis ils sont censés se lier avec le local, mais ils ne se lient pas, ça ne se fait pas. Madame Bergeron, oui, excuse-moi, Madame Bergeron, je vais vous donner la parole, je vais laisser finir Madame Côté. Mais j'ai terminé, c'est bon, c'est bon. Madame Bergeron, vous vouliez reprendre la parole? Oui. Oui. On parle de coopérants de l'ONU. Je parle exactement de milieux communautaires, de culture, de gens ici depuis des années, depuis des décennies, ça existe au Québec aussi. Moi, je ne parle pas là, des colonialistes coopérants, là, je ne sais pas comment vous devez le nommer. Je parle vraiment de gens qui ont pris, qui prennent l'action. Moi, je fais un pont avec ce que vous dites par rapport à laisser justement les gens du peuple, on va le dire comme ça, là, de les laisser prendre la place qu'ils peuvent prendre. Puis si on ne fait pas ces débats-là, si on n'accepte pas de recevoir soit une critique ou un commentaire, ben il y a quelque chose qui est profondément lourd dans ce colloque-là. En tout cas, moi, je trouve. C'est la première fois que je prends la parole, c'est la première fois que j'ose. Et je suis d'accord avec tout ce que vous dites, Mme Côté. C'est juste que vous n'avez pas, ou j'ai mal exprimé, mais je ne parle pas de coopérants là, condescendants. Je parle vraiment de la coopération qui vient du monde, de nous autres, du peuple, avec le peu qu'on a. Moi, ça m'a pris 7 ans de trouver un logement. Je vais vous dire que le parcours du combattant, je le connais. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Qu'on entende dans des colloques comme ça aussi des gens qui ont une... J'ai rien entendu, moi, dans tous les ateliers que j'ai faits, des gens qui avaient cette expertise-là, qui ne sont pas nécessairement des gens qui sortent pas du communautaire, mais du milieu intellectuel ou universitaire, entre autres. Bon, moi, je l'amène, quitte à ce qu'on fasse un débat là-dessus pour l'année prochaine. Mais d'ailleurs, vous êtes la seule atelier, en fait, le logement, où j'ai trouvé justement un peu cet espace-là. Voilà, je termine là-dessus. Puis, à la grâce de Dieu, moi, je continue mes affaires. Merci, Mme Bergeron. Puis, je vous invite à faire vos commentaires là, aux responsables du colloque aussi. Là. Ça peut être intéressant pour l'année prochaine dans notre façon aussi de figurer l'organisation du colloque et les choix des sujets, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Déjà qu'il est 11h37, on est un petit groupe, ça va? Ben, j'aimerais vous remercier chacun des communicants. En tout cas, on a eu davantage d'espace. C'était fort intéressant parce qu'il y a un des participants, là, M. Allais, qui ne s'est pas présenté malheureusement. Mais en fait, vous avez tous démontré et grandement les enjeux de reconnaissance, de participation aussi au sein de vos présentations. Ce qui va être intéressant, bon, ben, ça va être de prendre connaissance des recherches de Denise, puis également de la recherche là, de Judith et de Jacques là, sur le logement communautaire. Là, ça va être fort intéressant. J'ai vu aussi que tu as mis une information aussi là, sur le projet Judith là, pour le recrutement. C'est bon.
Donc, ben, je tiens à vous remercier. Je vous invite également là, aux gens qui ont assisté à la présentation que vous pouvez voir aussi les vidéos complètes des participants. Et puis, je vous invite aussi à suivre là, la journée de colloque encore aujourd'hui. Je pense que vous avez jusqu'au 30 avril là, pour regarder l'ensemble des vidéos. Alors, merci à Denise, à Judith et à Jacques pour votre belle participation. Et merci à José pour l'animation. Très bien. Bienvenue et à bientôt.